Alors que l'ultimatum d'une semaine de la CE2AO au CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger, a expiré depuis hier, à quoi faut-il s'attendre quand on sait que la même CE2AO a brandi la menace d'une intervention militaire pour rétablir le régime de Bazoum? S'achemine-t-on vers un affrontement entre putschistes et forces de la CE2AO, ou l'organisation va-t-elle finalement se raviser et chercher d'autres moyens de résolution de la crise? Niger, un énième camouflé pour la CE2AO. On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour avec Olivier Michel de Campos. Bonjour, monsieur Olivier Michel, bienvenue. Merci. Et juste en face de vous, Hamzat Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux analystes et consultants donc, en géopolitique. Nous sommes donc au lendemain de l'expiration de l'ultimatum posé par la CE2AO à la junte au pouvoir donc, au Niger depuis un peu plus d'une semaine. C'est le jour de, j'ai envie de dire, de toutes les attentes. Oui, Olivier Michel de Campos. Oui, c'est vrai que depuis aujourd'hui minuit, parce que c'était censé être l'expiration du délai de l'ultimatum donné par la CEDEAO, toutes les pensées, en tout cas tous les regards étaient braqués du côté d'Abuja pour savoir un peu ce qui allait se passer. Mais bon, je pense que après avoir un peu observé ce qui s'est produit, déroulé durant toute la semaine, on était quand même en droit de douter que quelque chose se passerait aujourd'hui à minuit, compte tenu de tous les développements qui se sont produits depuis l'annonce de cet ultimatum-là. Et donc, ce n'est pas une grande surprise, en tout cas, que dans les heures... Pour vous. Oui, bon, voilà. je pense jusqu'à présent, oui, que dans les heures, on ne sait pas ce qui se passera peut-être dans les jours à venir. En tout cas, pour l'heure, il est évident que l'option d'une intervention militaire n'est pas vraiment la carte qui est à jouer tout de suite, parce que lorsque vous observez, c'est pour ça que je disais, lorsqu'on entend un peu tout ce qui s'est dit durant toute la semaine, les acteurs eux-mêmes ont commencé par... on va dire, pas forcément un pas en arrière, peut-être un pas de côté. On commençait par dire déjà qu'il fallait privilégier la voie du dialogue et que c'était la voie qui était la plus à mettre sur la table. Donc déjà, il y avait une volonté quand même de poursuivre les négociations, même si les différentes initiatives, les différentes tentatives qui ont été menées n'ont pas été fructueuses. On aurait peut-être pu imaginer que ça allait déclencher le courroux de la CEDEAO. Mais non, je pense que la plupart des chefs d'État ont compris qu'il fallait quand même donner une chance à la voie de la négociation pour résoudre cette situation de crise de la manière la plus constructive et la plus pragmatique, je le dis encore, possible pour les différents peuples de la CEDEAO. D'accord. Hamzat Abdoulaye, êtes-vous du même avis quand on sait qu'une délégation justement de la CEDEAO s'est rendue au Niger dans le courant de la semaine écoulée, mais en est tout de suite reparti parce que mal accueilli. Quand on sait que, évidemment, il y a eu donc cette rencontre de 3 jours, si je ne m'abuse, avec les chefs d'état-major de la CEDEAO, enfin les pays qui sont donc encore au sein de cette CEDEAO, et que donc, selon les dits, beaucoup de dispositions ont été prises par rapport donc à une éventuelle intervention militaire dans le pays. Est-ce que finalement, de minuit jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de réaction de la CEDEAO, cela ne vous étonne pas? Non, cela ne m'étonne pas haute mesure, parce que déjà avec cette déclaration grandiloquente de la CEDEAO qui consistait à menacer le Niger si éventuellement l'ordre constitutionnel n'était pas rétabli, si le président Bazoum n'était pas rétabli à son poste de président, eh bien, je trouve que c'était des déclarations beaucoup trop risquées. Et la CEDEAO s'est un peu tiré une balle dans le pied, dans la mesure où ce type de déclaration a 2 types de conséquences. Donc, la première, c'est que soit vous vous décrédibilisez sur l'échiquier sous-régional, ou soit vous vous ridiculisez aussi, parce que dans les 2 schémas, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, opposer la force de cette CEDEAO dans le sens où ça se concrétise, eh bien, la CEDEAO va
buter ou être en face d'une résistance, non seulement de la société nigérienne, mais aussi des forces armées au Niger. Et ça, on ne peut pas comprendre ou connaître la finalité de ce qui pourrait advenir. Donc la CEDEAO, pour moi, s'est tiré une balle dans le pied en faisant ce type de déclaration. Que cette déclaration aboutisse ou pas, on va être un peu dans le cas où, dans le parallèle du cas libyen, parce qu'on se rend compte que la force, en réalité, ne règle pas les problèmes, ou la force, et c'est ça un peu le drame de ces institutions multilatérales, que ce soit en Afrique ou ailleurs, qui pensent que la force peut régler tous les problèmes. La force ne règle pas tous les problèmes, encore plus quand il s'agit des problèmes politiques ou des problèmes sociaux. Des problèmes sociaux, pardon. Donc, c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Pour ce qui concerne le Niger, je pense que c'est uniquement la voie de la diplomatie qui va l'emporter. Aujourd'hui, il y a déjà les sanctions qui sont actées. Le Nigeria a par ailleurs coupé sa fourniture d'électricité au pays. Donc moi, je pense qu'au-delà des sanctions, c'est en train d'être une exclusion. Mais si on est en face d'une exclusion face à tout dérive politique, à tout changement d'ordre constitutionnel au sein d'un État, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, la CEDEAO va se fragiliser et on aura plus des États réticents à intégrer cette CEDEAO. On voulait une CEDEAO plus dynamique, plus intégrante, mais finalement, on a une CEDEAO qui est une donneuse de leçons et ça ne marche pas forcément. Ça ne marche pas forcément. Olivier Michel de Campos, de facto, Hamzat Abdoulaye, votre vis-à-vis, estime que ici, c'est le dialogue qu'il faudra privilégier. Mais on se rappelle quand même du cas gambien en 2017. Oui, vous faites bien de rappeler ce cas gambien, ce fameux cas gambien que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de soulever, un peu peut-être, à mon avis, par maladresse. Et je pense qu'il est important de rétablir les faits et essayer de mettre les différentes situations en perspective. Alors déjà, le cas gambien, ce que beaucoup ne savent pas, déjà, il faut savoir que pour qu'une intervention de ce genre soit menée, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son autorisation, puisqu'on est en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, et qui est la prérogative principale du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, si dans le cas gambien, c'était juste une question politique, on va dire de politique interne, pour ce qui est du cas du Niger, ça relève d'autant plus d'une question de paix et de sécurité internationale. Quand on voit un peu les enjeux régionaux, sous-régionaux, continentaux, même si on peut dire que cette crise potentielle peut, voilà, même au-delà, que cette crise potentielle peut entraîner. Donc, on est clairement dans un cas de paix et de sécurité internationale. Et donc, il faut dire que déjà en 2017, pour le cas Yaya Jammeh en Gambie, il y avait eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ce que beaucoup ne savent pas, en tout cas, quand vous lisez cette résolution, à aucun moment, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a donné l'autorisation à la CEDEAO d'intervenir en Gambie. Beaucoup aujourd'hui ne savent pas forcément cela. On imagine qu'elle a eu l'autorisation, mais quand vous lisez la résolution, nulle part il n'est dit que la CEDEAO avait l'aval, en tout cas de façon expresse, de l'ONU d'intervenir en Gambie. Voilà, donc c'est important de le soulever. Et même certains États, à l'époque, je mentionne certains, je vous cite, l'Ukraine, l'Uruguay et la Bolivie avaient tenu à l'époque à expliquer leur vote. Et dans l'explication de leur vote, ils mentionnaient que la résolution qu'ils étaient en train de voter ne signifiait pas une autorisation, un feu vert pour une intervention de la CEDEAO. Et vous avez le paragraphe 6 de cette résolution 2337 du Conseil de sécurité qui disait que le Conseil exprime son soutien sans réserve à la CEDEAO dans l'engagement qu'elle a pris de garantir en privilégiant les moyens politiques pour le règlement de la crise. Donc, nulle part, il n'est question d'une intervention militaire. Mais on a observé quand même ce qui s'est passé. Donc, ça peut faire jurisprudence. Ça peut faire, justement, c'est là que je voulais en venir. Donc, on peut supposer, on peut postuler que les États outrepassent une fois de plus. Vous vous souvenez du cas libyen, où on n'avait pas donné mandat. Mais donc, il y a des précédents et on peut supposer, on peut postuler donc, que les États estiment que
le Conseil leur donnerait ou pourrait leur donner l'aval. Mais dans le cas nigérien, pour revenir au cas nigérien, il est évident, il est clair qu'il ne pourra pas y avoir de résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, favorable à cette intervention. Parce que tout au moins la Russie, ou peut-être la Chine, mettrait son veto. Systématiquement leur veto. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui diffère diamétralement du cas de la Gambie, c'est que vous avez quand même un contexte régional avec des pays, vous avez le Mali, vous avez le Burkina, vous avez la Guinée, vous avez le Tchad, vous avez la Mauritanie, vous avez l'Algérie, qui sont clairement opposés à une intervention. Et certains parmi eux ont clairement dit que cela serait considéré comme une déclaration de guerre à l'État. On est complètement dans un autre cas de figure. Rappelez-vous que Yahya Jammeh avait été lâché par son chef d'état-major à l'époque, ce qui a d'ailleurs favorisé a facilité l'intervention. Il n'y avait même pas eu d'intervention, il y avait juste une petite entrée dans le territoire. Et puis tout était fait, en quelques heures, c'était réglé. Vous avez également le soutien populaire. Oui, on a pu voir qui est massif. Les citoyens dans les rues. Dans les rues. Et si vous permettez, c'est important. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir se cacher le visage avec un doigt. Vous avez des milliers de personnes dans la rue. Et quand vous le dites, on veut dire non, ils ne sont pas forcément là pour soutenir ou bien ils sont instrumentalisés. Ils sont justement instrumentalisés. Les manifestants qui marchent au Sénégal contre le pouvoir, est-ce qu'ils sont instrumentalisés? C'est ça la question. Parce que si des Nigériens estimaient qu'il fallait marcher pour soutenir leur président, je pense qu'on les verrait dans la rue également. Et donc, dire forcément que ceux-là qui sont en train de marcher ne représentent rien et ceux qui sont en train voilà, ce qu'on a vu hier et tout au long de la semaine ne représentent rien, je pense que c'est un peu réducteur. Sauf qu'il ne faut pas non plus oublier qu'ici, il y a un rapport de force. Et la force, elle est détenue par la junte. Donc, quand on s'avance dans les rues et qu'on ne soutient pas la junte, on s'expose. Non, pas Hamza Abdoulaye pas forcément, parce que à subir les rigueurs de la force. Pas forcément, parce que vous avez également d'autres pays où il y a quand même une répression importante, avec des régimes démocratiques. Bien sûr, vous avez une répression. Il y a eu des morts au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays qui ont connu des violences de ce genre. Donc, c'est pour dire, si vraiment vous avez une population qui veut sauver son chef d'État, je pense qu'ils ont la possibilité. Ils l'ont d'ailleurs fait le premier jour. Oui, le premier jour. Donc, c'est pour dire, c'est pas impossible. Non, je pense que pour ma part, c'est assez réduit. Je terminerai sur un dernier point. Les parlements, vous avez un certain nombre de parlements qui commencent à élever la voix. Parce qu'il faut contre. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui font que cette intervention-là n'est pas forcément la plus aisée possible à mettre en place. Parce qu'il va falloir tenir compte de beaucoup de paramètres. Et je le dis encore, dans ce cas, je pense que l'inaction pourrait être plus productive. La meilleure solution qu'une action qui entraînerait des conséquences non maîtrisables pour la CEDEAO. Pour la CEDEAO et pour la sous-région, le continent, Hamza Abdoulaye, on se rend compte effectivement que c'est un véritable facteur clivant, cette menace d'intervention militaire au Niger par la CEDEAO. Oui, moi je reste vraiment fixe par rapport à mon opinion sur la question de l'intervention. Si la CEDEAO intervient, elle signe son arrêt de mort en réalité au Niger. Parce que vous allez vous rendre compte que le contexte nigérien... Son arrêt de mort au Niger ou son arrêt de mort dans la sous-région, on risque d'avoir une CEDEAO qui va imploser de l'intérieur parce que justement cette intervention n'est pas partagée par tous les États, au sein même de la CEDEAO. Si on exclut bien entendu le Mali, le Burkina et la Guinée, il y a des pays qui haussent le ton contre justement cette intervention dont on n'entend pas suffisamment parler. C'est vrai qu'il y a le Togo, par exemple, qui pour l'instant, voilà, en tout cas pour l'instant, n'a pas opiné de façon officielle sur la question de l'intervention. Ça, c'est des choses qui montrent une nouvelle fois qu'au sein de la CEDEAO, il y a des voix dissonantes et discordantes par rapport à l'intervention armée. Et moi, je dis, l'intervention armée, c'est une façon de mettre en avant la force pour régler les problèmes qui sont à la base interne. On parle de la souveraineté. Écoutez, la CEDEAO est une communauté
d'accord, c'est une institution multilatérale aussi, si on le veut, mais en aucun cas, elle ne doit être au-dessus de ce qu'est le principe de la souveraineté. Si les Nigériens ont un problème à l'intérieur, l'idéal, c'est évidemment de leur laisser le temps pour qu'ils puissent régler les problèmes. Qu'est-ce qui crée les coups d'État? Je le dis suffisamment. C'est d'abord la mauvaise gouvernance qui est d'ailleurs entraînée par la corruption, la gabegie et j'en passe. C'est la fragilité des institutions, c'est l'insécurité alimentaire, c'est l'insécurité liée au terrorisme et bien d'autres choses qui fragilisent le social. Et c'est tous ces paramètres uniques qui créent les coups d'État. Mais on se rend compte que la CEDEAO et bien d'autres institutions ne prennent pas en compte les causes des coups d'État, mais veulent endiguer ou rayer de la carte les acteurs des coups d'État qui, en réalité, ne veulent que renverser la mauvaise posture de ce qu'est la gouvernance au pouvoir. Donc ça, c'est un élément clé. La deuxième chose par rapport à la lecture du fait de l'intervention de la CEDEAO, c'est que ça va engendrer quoi? Des acteurs de la violence, puisque les entrepreneurs de la violence vont émettre de la violence et ceci va entraîner une société guerrière qui va tenter de riposter face à ces entrepreneurs de la violence. Et ça va être dramatique à la fois pour le Niger, mais aussi pour la sous-région. Et quand on parle de la sous-région, il y aura plusieurs facteurs qui pourraient atteindre ces pays comme le Bénin ou le Nigeria directement. D'ailleurs, notre port en souffre déjà oui, aujourd'hui. Donc la sanction, elle est enfin appliquée. Dans une certaine mesure. Bon, à partir du moment où les frontières sont fermées, à partir du moment où les sanctions aussi sont appliquées, les sanctions financières et bancaires aussi, je pense que c'est normal que ça puisse déjà se ressentir. Mais l'autre chose aussi, et je finirai sur ce point, c'est qu'une intervention armée ne réglera au grand jamais un problème qui est un problème local. Donc, laissons les Nigériens régler leurs problèmes. Si la junte a pris le pouvoir, il faudrait leur donner le temps. Il faudrait leur donner le temps de pouvoir remettre les cartes sur table, de pouvoir redéfinir de nouveaux principes. Et s'il faut aller à de nouvelles élections, il faudrait y penser. Et l'autre chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est l'implication des puissances étrangères au sein ou comme étant déjà la cause de ce coup d'État. L'implication Comme étant la cause déjà. La cause, parce que vous savez, à la base, il y a. C'est vrai qu'on a pu voir naître justement ce sentiment anti-français aussi. En fait, moi, je ne veux même pas, je ne veux pas miser ou axer mon développement uniquement sur le sentiment anti-français. Non, le sentiment dont je parle ici est basé sur certains accords établis des années en amont, mais ces accords sont déséquilibrés. Quand j'évoquais le social, ce n'était pas par dessein, parce que le social n'est pas du tout avantagé dans ce type d'accord, puisque ce type d'accord privilégie souvent l'élitiste politique déjà, et avec sur cette base la mauvaise gouvernance, bien entendu. Mais ces accords sont déséquilibrés et doivent être revisités. C'est tout ce que réclament en réalité les peuples aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de revisiter ces accords, de revisiter ces partenariats qui, pour la plupart du temps, privilégient ces sociétés ces entreprises multinationales. Voilà, le terme me revient. Voilà. Et ces sociétés multinationales, en réalité, sont en fait le socle de ce déséquilibre des échanges, de ce déséquilibre de ces accords. Et je rajoute aussi que le principe de la présence des bases armées des bases armées étrangères au sein des États africains est aussi une incompréhension générale. Parce qu'une base armée étrangère en Afrique est censée défendre quoi? Est censée protéger les Africains de quoi? De quoi? Pas de la menace terroriste, oui, par exemple. la menace terroriste, mais et on a pu voir quand même, ces différentes forces à l'œuvre depuis le temps. Non, ces forces, en réalité, sont un peu le prolongement de ce qu'est un peu l'impérialisme. C'est ce que dénonce en tout cas le colonialisme en réalité. Et ça doit changer. Si ça ne doit pas s'arrêter, ça doit au minimum changer. Si ces forces sont présentes, c'est sur quelle base et c'est sur quel principe? Ça doit être clair pour tout le monde. Et justement, l'État, la junte aujourd'hui au pouvoir a remis en question tous ces accords. Les accords, justement. Même si la France estime
qu'il s'agit d'un non-lieu. Oui. Oui. Olivier Donc, Michel, vous savez, pour revenir rapidement... Je précise que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 maintenant. Sur la question des bases, vous savez, moi je me dis, c'est une question de projection de force. Et puis vous voyez un peu à quoi ça sert les bases aujourd'hui, que ce soit dans le cas du Soudan, vous avez vu la base à Djibouti, l'évacuation des citoyens. Je pense que tout État responsable doit pouvoir quand même... A besoin de... Donc moi, on ne peut pas en vouloir aux Occidentaux. Aux nations qui ont les moyens de pouvoir se projeter. Bonjour, c'est utile. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est un parti à vous et merci pour ce débat très alléchant. Et c'est un cas de crise qui secoue le Niger, le pays frère à notre pays, le Bénin. Moi, mon avis sur les différentes interventions, moi je condamne le fait qu'il y ait cette dernière de sens au Niger. Le Niger est devenu l'enfant malade de l'Afrique. C'est l'imposant de notre président Issoufou Mohamed, je crois bien, qu'il y a eu un peu d'accalmie. Parce que c'est un pays malade qui a fait option des coups d'État. Parce que si on tolère ce coup d'État, qu'est-ce qui prouve que cette même jeune, ces militaires seront d'accord avec ceux qui sont là, avec les coups d'humeur. Et c'est comme ça peut revenir à tout moment. Et la communauté internationale doit pouvoir s'entendre pour trouver une formule en empruntant notre pays et cette conférence des forces vives. La jeune doit accepter le dialogue, déposer les armes, rencontrer les présidents de la CEDEAO et les émissaires pour qu'ils s'asseyent avec les forces vives nigériennes et parler de ce cas du Niger. Qu'est-ce que vous condamnez? Qu'est-ce que vous reprochez à ce président qui est pris en otage? Et qu'est-ce que vous souhaitez? Et on réorganise la gestion du pouvoir au Niger. Mais on ne peut pas accepter le fait que sur des questions d'humeur, prennent des armes pour destituer des présidents démocratiquement élus. C'est ce qu'il faut condamner en Afrique. L'Afrique doit s'émanciper et donner la preuve qu'on peut gérer autrement les choses. Le Bénin le fait. On le fait intelligemment. L'appel Bénin, on gère les choses autrement. Les militaires sont là pour sécuriser le territoire. C'est ce qu'il reproche à ce président, le fait que l'insécurité est devenue chose ambiante et que la vie des populations est en danger et que la gouvernance aussi est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter les faits vivres. Ce ne sont pas les armes. D'accord. C'est ça ce qu'il faut décourager. D'accord. Si la CEDEAO veut aller libérer Bazoum, c'est ça la mission. C'est pas pour aller livrer une guerre au Niger. Mais pour dialogue, le prendre en otage. Il est élu démocratique, il y a les têtes de la République, il y a les institutions, mais non aux armes. Merci. Merci, belle fois à vous depuis Boycon. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, pour cette intervention. Le dialogue, une fois de plus, donc, proposé. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui est souhaitable. Mais il y a un élément quand même sur lequel il faut revenir. Mon confrère en parlait tout à l'heure. Je voudrais quand même enfoncer un peu plus le clou. Ok, allons-y. Vous savez, lorsque vous observez, et ça va embrayer également sur ce que disait le téléspectateur, vous savez, lorsque vous voyez un peu ce qui s'est passé, les interventions du président Bazoum, mais vous avez comme l'impression qu'il s'adresse à la communauté internationale en permanence pour venir le rétablir dans sa fonction. Alors que, à mon sens, il aurait été plus utile de s'adresser à son peuple. Au peuple nigérien. Parce que c'est au peuple nigérien de le rétablir par la communauté internationale. Bonjour. Bienvenue. Monsieur Rigobert, on vous écoute. Ok, moi, je n'encourage pas les coups d'État. Et vraiment, je me demande les autres pays qui ont vécu les coups d'État, est-ce qu'après, ils ont trouvé le résultat qu'ils veulent? C'est une question que je me pose. Parce que, après le coup d'État, c'est toujours la même chose. Et le président Bazoum, c'est pas après le coup d'État qu'il est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, maintenant, on dit que rien ne va. Et on va encore au coup d'État. Mais, pourquoi tout ça?
D'accord. On fait souffrir inutilement le peuple. Hein? Et je prie la CEDEAO. Parce que je suis en train de voir que les militaires, parce que c'est eux qui assument la sécurité du peuple. Et du président élu démocratiquement. Mais pourquoi on les empêche eux de participer comment dit-on, aux élections, hein? Il y a aussi le président de la, comment dit-on, du pays. Hein? Il faudrait que la CEDEAO revoie ça là. Et leur permettre également d'être candidats. Là, ils ne font pas forcément à passer par coup d'État pour dire qu'ils seront les présidents de la République qui vont voter à la chose. D'accord. Merci. Merci, M. Rigaud. Mais il faut préciser que le président Mohamed Bazoum a été élu. Oui, la seule transition politique, d'ailleurs, que le pays ait connue depuis l'indépendance. Voilà. Et donc, je finissais en disant que, oui, cette perception-là que l'on a aujourd'hui du président Bazoum qui est en train de faire appel, non pas à sa population, aux États-Unis c'est tout cela qui le rétablir. Alors au lieu de s'adresser à son peuple. À son peuple. Dire, Nigérien, Nigérienne, je suis votre président, rétablissez-moi et vous aurez vu le résultat. Non, c'est pour dire Peut-être qu'il s'agit ici, une fois de plus, je le précise, du rapport de force. Non, vous savez, oui. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça envoie un signal assez négatif et ça donne l'impression qu'on veut rétablir un homme, on veut rétablir un système. Et non pas un président élu démocratiquement parce que la légitimité, mais elle vient du peuple. Et je voudrais quand même qu'on fasse une petite analyse sur même la démocratie dont on est en train de parler. Je l'avais dit la dernière fois, la fois passée, vous êtes dans un pays qui a connu qu'une seule parenthèse démocratique de 10 ans, sur une soixantaine d'années d'indépendance. Alors, quand on parle de culture démocratique, de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez des pays quand même qui traversent des crises sur des crises depuis des décennies. Je pense que mon confrère l'a déjà souligné tout à l'heure, il y a un problème de fond. La démocratie dont nous sommes en train de parler, elle est encore embryonnaire dans bon nombre de pays. Et donc, il y a une question de fond à résoudre. Vous avez des pays dans lesquels on a fait la promotion de la démocratie électorale, de la démocratie procédurale, c'est-à-dire on va aux élections, on vote et point final. La démocratie n'est pas que les élections. Et c'est ce qu'il faudrait que nous comprenions. Vous savez, en 90, après le discours de la Baule, on a dit, bon, tous les pays à marche forcée. Permettez qu'on reçoive un tout dernier intervenant, peut-être au bout du fil. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, moi, je me nomme Bego Alex. Monsieur Alexis, vous nous appelez d'où? Bego Alex, oui. Vous appelez d'où? Oui, j'aimerais intervenir. D'accord, vous appelez d'où, monsieur Alexis? Non, ce que je voudrais dire, c'est que la CEDEAO va vite à la désordre. Parce que si par exemple, ces 4 pays-là quittent la CEDEAO, il va rester quoi? Si, par exemple, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée quittent la CEDEAO, il restera quoi? Il n'y aura plus rien. Donc, il faut essayer de régler les problèmes pacifiquement au lieu d'aller vite avec des décisions pour dire que bon, nous allons nous attaquer militairement, c'est pas bien. D'abord, comme vient de dire votre collègue, maintenant le président appelle les Occidentaux à venir l'installer. C'est les États qui l'ont élu. Donc, ça c'est un problème à cette vie parce que le Mali n'est pas un sous-préfecture de la France. Voilà. Donc, il faudrait que les Africains essayent de reprendre leur souveraineté. Parce que c'est comme si nous ne sommes pas des pays souverains. D'accord. Merci. Je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO. Merci, M. Alexis. Merci beaucoup. C'est pas bien. Bonne suite de journée à vous. Retour en plateau pour mettre un terme à ce numéro de l'Actu décalé. Alors oui, est-ce qu'on assiste là à un énième camouflé pour la CEDEAO? Hamza Taboulaye, en deux mots. Écoutez, lorsque votre médecin vous fait un mauvais diagnostic, il y a des risques pour que le traitement ne soit pas adapté. Et quand le traitement n'est pas adapté, la maladie se développe. Et c'est aujourd'hui ce qu'on constate. À chaque coup d'État, dès qu'il y a un coup d'État, vous voyez une CEDEAO qui prévoit un diagnostic qui forcément n'est pas censé marcher, puisque la CEDEAO ne prend pas en compte les causes qui ont conduit au coup de force. Et dernier élément, et je finirai là-dessus, par rapport à la situation du président Bazoum, on a un président qui
visiblement est détenu, mais qui continue d'échanger avec les chefs d'État sous-régionaux et en même temps avec certains chefs d'État occidentaux. Et là, on se pose plusieurs questions. Est-ce que le président Bazoum ne cherche pas une ouverture à travers une fenêtre déguisée qui voudrait dire aussi d'autre part qu'il cherche une certaine légitimité ailleurs que chez lui. Et je rejoins parfaitement mon confrère sur la question. On a de plus en plus de chefs d'État, et ça ne date peut-être pas d'aujourd'hui seulement. On a des chefs d'État qui recherchent forcément la légitimité à l'extérieur, en Occident. Voilà. Plutôt, et ça, c'est assez de questions. Exactement. C'est suffisamment de questions par rapport à comment ils sont élus. Ces chefs d'État élus par la voix des urnes, qu'on dit élus démocratiquement et tout, est-ce qu'il n'y a pas derrière finalement un appui extérieur et Pour répondre à la question, Olivier Michel. Oui, justement, pour répondre, vous permettrez de finir quand même, parce que ça contribue à répondre à la question. Oui, c'est pour dire quand même que le vrai problème, c'est ce que je disais, c'est les élections, c'est pas la fin. Il faut quand même une sorte de légitimité de performance, une sorte de légitimité d'action publique qui permette aux dirigeants d'avoir une légitimité interne et qui est capable donc de susciter l'adhésion de son peuple. Et donc, un énième camouflé pour la CEDEAO, on espère que non, parce que moi j'ai encore espoir, j'ai encore bon espoir que des décisions constructives et pragmatiques seront prises et que la CEDEAO va mesurer vraiment toute l'ampleur, en tout cas toute la gravité de la situation et prendre quand même des décisions assez productives pour l'ensemble de la communauté. Dernière chose, Abdoulaye. C'est que la CEDEAO a beaucoup plus envie, depuis Tinubu, les coups d'État. La priorité des États de la CEDEAO, ce n'est pas les coups d'État en réalité. On est gangréné par l'insécurité alimentaire, par le terrorisme, par les ressortissants de la CEDEAO qui sont marginalisés dans les États du Maghreb ou ailleurs en Europe. Et c'est ça un peu, on regarde ailleurs alors que notre maison brûle. D'accord, merci beaucoup. C'était l'actu décalé du jour, c'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel.